Le risque sismique, c'est le sujet de ce Science on tourne. Et pour développer ce sujet, je vous propose d'aller rencontrer tout de suite Jérôme Verne, qui est sismologue à l'EOST. L'EOST, qu'est-ce que c'est? C'est l'école et l'Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Strasbourg a toujours eu un rôle important dans la sismologie et ça s'explique en partie car un des tout premiers sismomètres a été installé à Strasbourg à la fin du 19e siècle. C'était le premier sismomètre sur le territoire métropolitain et un des tout premiers dans le monde. Et en fait, on a bâti à la fin du 19e siècle le premier observatoire sismologique à Strasbourg et depuis cette période-là, on continue à Strasbourg à la fois à enregistrer les séismes, à enregistrer le mouvement du sol, c'est ce qu'on appelle une activité d'observation, et également à analyser ces données pour produire de la connaissance. C'est le volet recherche, on va dire, de l'École et Observatoire des sciences de la Terre. La mesure des séismes se fait à l'aide d'un appareil qu'on appelle un sismomètre. Et un sismomètre, c'est un équipement qui permet d'enregistrer des faibles mouvements du sol. Et cet appareil a permis d'enregistrer en 1892 un séisme qui s'était produit au Beloutchistan. Donc c'est un territoire, on va dire, du Moyen-Orient, et enregistré à Strasbourg, ainsi que par quelques autres sismomètres installés à l'époque en Allemagne. Voilà. Depuis cette époque-là, on a continué à faire des enregistrements de séismes, à opérer des sismomètres à l'Observatoire sismologique de Strasbourg et maintenant à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, Strasbourg a la responsabilité de faire fonctionner tout un ensemble de sismomètres organisés sous forme de ce qu'on appelle des stations sismologiques dispersées un peu partout sur le territoire. Alors ça se fait évidemment en collaboration avec des chercheurs et ingénieurs qui travaillent dans différents observatoires des sciences de la Terre partout en France. Donc l'ensemble de ces stations sismologiques forment ce qu'on appelle un réseau sismologique. Le premier réseau sismologique réel est apparu en France, on va dire, vers la fin des années 60, opéré par le Commissariat à l'énergie atomique et servait en fait au début notamment à la détection des essais nucléaires, mais était aussi capable d'enregistrer les petits séismes qui se produisent régulièrement sur notre territoire. Le premier réseau sismologique, on va dire académique, opéré par des chercheurs, a été mis en place dans les années 80, c'est ce qu'on appelait le RENAS. Donc vous avez ici une carte de ce réseau sismologique, ça c'était l'état, on va dire, il y a 5 ou 6 ans, et chaque petit triangle représente l'endroit où on a installé un sismomètre de manière permanente, notamment pour enregistrer l'activité sismique. Alors ces réseaux sismologiques, ou ce réseau sismologique, vous voyez, était en fait très hétérogène en termes de distribution. On avait beaucoup plus de stations sismologiques, on va dire, là où on sait qu'on a de la sismicité, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Fossé rhénan, un petit peu dans le Massif central. Depuis maintenant 10 ans, on a mis en place un grand programme de recherche qui a pour objectif d'une part de faire évoluer les capteurs, les sismomètres qu'on utilise pour avoir des sismomètres capables d'enregistrer le mouvement du sol sur une plus large bande de fréquence et une plus grande dynamique. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau large bande permanent, qui était composé d'une quinzaine de stations en 2007, puis d'une quarantaine en 2012. Et notre objectif, c'est d'arriver à un réseau beaucoup plus homogène à l'échelle du territoire d'ici environ 2020, dans le cadre d'une grande infrastructure de recherche qu'on appelle RESIF, pour Réseau sismologique et géodésique français. À quoi va servir ce réseau RESIF beaucoup plus dense, beaucoup plus homogène à l'échelle du territoire? Ça va déjà nous aider à mieux comprendre la structure interne de notre planète et en particulier les différentes couches géologiques, la croûte, le manteau terrestre, sous le territoire français, sous le territoire métropolitain et en Europe. Alors, c'est illustré avec ce type d'image qui est on va dire un modèle synthétique de l'intérieur de la lithosphère sous la France. Et si on imagine que la lithosphère ressemble à ça, c'était écrit récif,
Voilà l'image qu'on en aurait avec nos réseaux actuels, ou en tout cas tels qu'ils étaient en 2012. On ne retrouve pas bien, on ne voit pas bien l'intérieur de la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle une image tomographique, un petit peu comme quand on va chez le médecin et qu'on passe un scanner. On utilise les ondes sismiques pour imager l'intérieur de la Terre. Avec un réseau beaucoup plus dense, comme celui prévu dans le cadre de Récif, on sera en mesure de faire des images de l'intérieur de la Terre beaucoup plus résolues et donc de mieux comprendre la structure de notre planète. Un deuxième objectif de ce réseau dense Récif sur la métropole, c'est d'améliorer notre capacité de détection de la sismicité et en particulier des petits séismes, ce qu'on appelle la microsismicité, qui est importante pour connaître par exemple les failles actives, les zones qui présentent un aléa plus ou moins important au séisme. Avec le réseau ancien, ces cartes-là représentent ce qu'on appelle la magnitude de complétude. Alors ça signifie simplement la magnitude à partir de laquelle on est certain d'enregistrer un séisme. Voilà. Les couleurs rouges indiquent des zones où on est capable d'enregistrer des tout petits séismes, magnitude autour de 1, 1,5, et les zones bleues, des zones où on enregistre les séismes qu'à partir d'une magnitude 2,5 voire 3. Et on voit que l'hétérogénéité des réseaux sismologiques qu'on avait avant font qu'il y a toute une partie de la France où on n'est pas capable d'enregistrer correctement des séismes, on va dire, d'une magnitude inférieure à 2,5 qui peuvent être ressentis par la population, pour certains d'entre eux même sans faire de dégâts. Avec un réseau beaucoup plus homogène et beaucoup plus dense, on va être capable d'enregistrer de la même manière l'ensemble des événements sismiques qui se produisent sur le territoire métropolitain. Alors, en plus de ces réseaux sismologiques installés sur le territoire de la France métropolitaine, on a également des réseaux sismologiques installés sur les différents départements et territoires d'outre-mer, et en particulier aux Antilles, où le risque sismique est extrêmement important. Alors, ces réseaux sismologiques aux Antilles sont installés en Martinique, en Guadeloupe, mais également sur l'ensemble des îles de la Caraïbe, et permettent à la fois de mieux connaître et enregistrer la sismicité naturelle, on va dire, liée à la convergence des plaques tectoniques dans la région, mais également toute la sismicité qui pourrait être générée par une recrudescence de l'activité volcanique dans ces régions-là. Donc c'est pour ça que ces réseaux sismologiques dans les Antilles sont opérés par les observatoires volcanologiques de la Guadeloupe et des Antilles, parce qu'ils servent à la fois à connaître la sismicité d'origine tectonique et la sismicité d'origine volcanique. Les sismomètres qui fonctionnent à l'Observatoire sismologique de Strasbourg depuis la fin du 19e siècle ont permis d'enregistrer finalement tous les grands séismes qui se sont produits sur Terre depuis donc plus d'un siècle à peu près. En guise d'illustration, vous avez ici l'enregistrement du plus puissant séisme connu de l'ère dite instrumentale, qui est un séisme qui s'est produit en 1960 au Chili et dont on estime la magnitude à 9,5. Et vous voyez le type d'enregistrement qui a été effectué par ces anciens sismomètres, qui étaient des sismomètres avec un enregistrement qui se faisait soit sur du papier photo, soit sur du papier noir de fumée qu'on grattait avec un petit stylet, et donc qui se lisent quelque part un petit peu comme un livre, où on voit donc le mouvement du sol en continu, ligne par ligne, avec le temps qui avance, et là on voit qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une arrivée d'ondes massives à la station sismologique à Strasbourg, et un mouvement du sol important qui va se poursuivre pendant plusieurs heures, et qui correspondent en fait aux différentes ondes qui vont arriver, qui vont se propager dans la Terre et qui vont passer sous la station sismologique de Strasbourg. Alors, pendant on va dire la première moitié du XXe siècle, les sismomètres étaient des instruments relativement imposants qui étaient installés sur site à l'Observatoire sismologique de Strasbourg. Et ensuite, notamment grâce au progrès, à l'électronique, on a pu miniaturiser ces sismomètres-là. Et je vous propose, si vous voulez, d'aller voir quelques sismomètres un petit peu plus récents.
Nous sommes ici dans la salle de la plateforme instrumentale en sismologie de l'EOST, qui est l'endroit où on va tester, calibrer les différents instruments, équipements qu'on va ensuite envoyer sur les sites de mesure, sur ce qu'on appelle les stations sismologiques. Donc vous avez en particulier ici tout un ensemble de sismomètres. Alors ça, ce sont des sismomètres modernes, vous voyez, très petits, miniatures presque, donc qui permettent d'enregistrer le mouvement du sol de manière extrêmement sensible. On est sensible à des mouvements inférieurs au micromètre. Ces sismomètres sont ici installés temporairement sur cette grande dalle de béton, qui est en fait un pilier qui s'enfonce assez profondément et qui permet d'être mieux couplée au mouvement du sol et surtout éviter, parce qu'elle est désolidarisée, d'enregistrer trop de mouvements liés au mouvement des murs ou au fait de marcher à côté de ces appareils-là. On a en fait deux types de sismomètres, donc ces sismomètres-là qu'on peut installer, on va dire, presque sur le sol, et puis un autre type de sismomètre ici qui lui est conçu pour être installé à l'intérieur de forages et donc supporter des conditions de pression, de température ou de salinité de l'eau nettement plus agressives que ceux qu'on va installer, on va dire, à la surface. Donc ces sismomètres sont là pour être calibrés. On s'assure de la bonne mesure de ce qu'on appelle leur réponse instrumentale avant d'être envoyé sur le terrain. Et on a aussi ce qu'on appelle un numériseur, c'est-à-dire que le mouvement du sismomètre est enregistré par un appareil ici qui va enregistrer ce mouvement sous forme numérique, qui va aussi dater les enregistrements grâce à un GPS. Et ensuite, l'ensemble de ces données, on va dire ces sismogrammes, sont transmis à un centre d'analyse et notamment au centre d'analyse sismologique de l'École et Observatoire des sciences de la Terre qu'on va aller découvrir. Donc ici, on se situe dans la salle d'analyse du réseau national de surveillance sismique. Donc c'est ici qu'on essaye d'analyser l'ensemble des signaux qui nous proviennent de différentes stations sismologiques pour essayer de faire des localisations de ces événements et de les discriminer, c'est-à-dire de savoir s'il s'agit de vrais séismes ou s'il s'agit d'explosions, de tirs de mines, enfin d'activités liées à l'homme. Voilà. Donc pour pouvoir faire cette analyse de la sismicité, on a besoin d'un réseau de capteurs. Donc on utilise des stations sismologiques qui sont représentées sur l'écran par les petits triangles. Ces petits triangles sont soit situés en France métropolitaine, donc c'est les stations dont en fait, le projet Récif, peut-être dont vous avez déjà entendu parler, gère en fait ces stations, mais on utilise également des stations qui proviennent d'autres pays européens comme les Anglais, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Luxembourgeois. Et l'ensemble de ces stations nous permettent en fait d'affiner nos localisations et de pouvoir observer ces séismes sous vraiment tous les angles, ce qui permet vraiment d'avoir une précision accrue. On a deux types d'événements qu'on enregistre ici, la sismicité naturelle et tous les événements liés à l'homme, comme les explosions, les tirs de carrière, etc. Donc le réseau que je vous ai présenté qui permet de détecter cette sismicité, en fait il est complété par un autre réseau. On utilise des stations sismologiques qui proviennent d'autres centres mondiaux. Donc sur cette carte du monde, vous avez les petits triangles qui correspondent à tous les capteurs dont on récupère également les données, donc en partenariat avec les organismes sismologiques mondiaux. Et ce réseau-là nous permet de faire de la localisation des grands séismes, on va dire supérieurs à magnitude 5. Et nous également, nous proposons nos données à différents centres mondiaux de telle façon à ce que l'activité sismique globale, donc au niveau de la Terre, soit la plus précise possible. Ici, donc, vous avez donc ces fameux triangles. Certains clignotent, d'autres pas. Ceux qui clignotent, ça signifie que la station sismologique a vu un mouvement du sol plus fort que ce qui se passe de façon standard. Si on fait un focus
sur cet écran-là, donc ce que vous voyez, c'est en fait des sismogrammes qui représentent la vitesse de déplacement du sol au niveau du sismomètre. Et il y a certains petits traits rouges qu'on appelle des pointées ou des pics qui correspondent à ces arrivées d'énergie. Ces arrivées d'énergie, lorsqu'elles sont, on va dire, cohérentes sur plusieurs stations, ça veut dire qu'il y a eu un événement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cet événement, il est soit naturel, soit d'origine anthropique, c'est-à-dire généré par l'homme, soit il peut s'agir de faux événements ou de quelque chose qui n'existe pas. Ces données sont exploitées par Rémi, qui va analyser avec ses yeux s'il s'agit d'un événement naturel ou pas. Il va même repointer, c'est-à-dire requalifier ou redéterminer quel est le temps précis de l'arrivée de ces différentes énergies ou ces différentes ondes. Pour la plupart, vous connaissez les ondes P et les ondes S. On va un petit peu plus loin, on est capable d'aller sur des ondes PN, PG, SN, SG. Et tout ça permet d'affiner de façon assez conséquente la localisation du séisme par rapport à ce qu'on a eu en automatique. Donc à l'issue de ce traitement de phase, Rémi va pouvoir relocaliser l'événement et calculer une magnitude. Ici, il vient de se produire, il y a environ 2 minutes, enfin presque 3 minutes, un événement donc à ce niveau-là. Donc on voit le petit cercle rouge qui présente la localisation de l'événement. Avec, donc là on est un petit peu en retard vis-à-vis de l'image, mais vous avez ici l'onde P et vous avez l'onde S qui se propage à partir de la source qui est ici. Les triangles qui sont à ce niveau-là sont activés, donc en fait ils clignotent plus en rouge parce qu'ils sont plus en mode automatique, mais ils ont été validés par Rémi, donc ils clignotent en vert, et ça veut dire que Rémi a quasiment en temps réel revu l'événement et fait la localisation. Donc cet événement est d'une magnitude d'environ 1,7 en magnitude locale, dite de Richter. Ce tableau représente en fait l'ensemble de l'activité détectée par notre service, avec notamment ce qu'on appelle la discrimination, c'est-à-dire la différence entre ce qui est naturel et de ce qui ne l'est pas. Donc, dans ce tableau, on peut voir aussi l'origine de ces événements, s'ils proviennent de France, d'Italie, de Suisse, voire même du Japon. Notamment avec le fameux réseau que je vous ai montré tout à l'heure, l'utilisation des stations mondiales, qui nous permettent de détecter des séismes de magnitude environ supérieure à 5. Donc sur cet écran, ce qu'on voit, c'est le site internet du Réseau national de surveillance sismique, où en fait tout le monde peut regarder et voir quels sont les derniers séismes qui ont eu lieu en France métropolitaine. On voit ici qu'il y a un séisme qui est toujours tagué, donc étiqueté comme automatique, donc il est en cours de révision manuelle par Rémi, et puis tous les autres, ce sont donc uniquement des séismes. Sur notre site internet actuellement, nous ne présentons que la sismicité naturelle. Sur cet écran en haut à gauche, ce que l'on voit, c'est l'état de santé du réseau sismologique. Ça nous permet de savoir si certaines stations sont toujours en ligne, c'est-à-dire des stations pour lesquelles on continue de recevoir les données ou pas. Il peut y avoir un certain nombre de problèmes, notamment liés à des problèmes de transmission, puisqu'on utilise un petit peu tous les types de transmission possibles, que ce soit la 3G, la 4G, les réseaux hertziens, le satellite, la DSL. Il peut y avoir des problèmes liés à des communications, et donc les zones qui sont en rouge nous montrent les stations pour lesquelles une intervention est nécessaire, ou bien si cette intervention n'est pas nécessaire parce que la liaison va se rétablir d'elle-même. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de stations pour lesquelles elles ne répondent plus depuis 1 minute. C'est des temps qui sont typiques. On n'a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, des stations qui ne répondent pas, pour lesquelles on n'a pas de données depuis 1 semaine, là, ça commence à être inquiétant et éventuellement, il faut dépêcher quelqu'un sur place pour remettre les systèmes en marche. Les données qu'on acquiert grâce au réseau sismologique nous permettent d'avoir une connaissance de l'activité sismique du territoire qui permet notamment de mieux estimer le risque sismique. Alors en fait, on n'estime pas directement le risque sismique, on estime ce qu'on appelle l'aléa sismique.
Le risque sismique, c'est la combinaison de l'aléa sismique, qui est en fait la probabilité d'avoir un séisme de telle magnitude à tel endroit, et de la vulnérabilité, c'est-à-dire le fait d'avoir des bâtiments ou des infrastructures sensibles à proximité d'un séisme. Par exemple, vous imaginez une zone désertique où il se produit régulièrement des séismes importants, de magnitude 8 par exemple. Cette zone-là a un aléa sismique très important. Mais vu qu'il n'y a personne qui habite à côté, la vulnérabilité est nulle, donc le risque sismique est nul. Pour estimer l'aléa sismique sur le territoire français, on se sert donc de ce qu'on appelle la sismicité instrumentale, enregistrée par les capteurs, les réseaux de stations sismologiques, mais ça nous donne une vision de l'activité sismique que durant, on va dire, les 50 dernières années. Et pour un pays où cet aléa sismique est faible à modéré, c'est pas suffisant pour savoir quelque part quel est le plus grand séisme qui pourrait se produire à tel ou tel endroit. Donc pour ça, on a besoin de revenir un peu plus loin dans le passé, et on utilise par exemple ce qu'on appelle la sismicité historique, c'est-à-dire qu'on va chercher des témoignages dans le passé, dans les écrits de séismes importants, pour essayer d'estimer leur magnitude. Ça nous permet de revenir à peu près à 1000 ans dans le passé. Et si on a besoin de revenir plus loin dans le passé, cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle la paléosismologie, c'est-à-dire aller chercher sur le terrain des marqueurs, des décalages de rivières, des marqueurs géologiques d'anciens séismes, qui nous permet de remonter cette fois-ci à quelques dizaines de milliers d'années dans le passé. Et la combinaison de cette paléosismologie, sismologie historique et sismicité instrumentale nous permet de fabriquer des cartes d'aléas sismiques à l'échelle de la France, par exemple. En France, l'aléa sismique se définit sur une échelle qui a 5 degrés. Sur le territoire métropolitain, l'aléa sismique est très variable, de zones où l'aléa est très faible, comme les bassins sédimentaires, les bassins parisiens, le bassin aquitain, à des zones où l'aléa est modéré, comme les Alpes ou les Pyrénées. Cependant, la zone qui présente l'aléa sismique, on va dire le risque sismique le plus important en France, ce sont les Antilles, notamment la Guadeloupe et la Martinique, où là, l'occurrence d'un séisme important, typiquement magnitude 8, est tout à fait probable dans les années, à quelques dizaines d'années ou centaines d'années à venir. Et donc c'est des séismes évidemment catastrophiques qui peuvent générer tout un ensemble de dégâts, voire même des tsunamis. En France métropolitaine, quelques exemples, on va dire, de séismes typiques. On estime que sur le territoire métropolitain uniquement, on a un séisme qui atteint la magnitude 5 ou à peu près environ tous les 10 ans. Par exemple, le séisme de Rambervillers, à l'ouest des Vosges, en 2003, qui avait atteint la magnitude 5,4, qui avait fait tout un ensemble de dégâts aux constructions, mais qui heureusement n'avait pas fait de victimes humaines. Tous les 100 ans en moyenne sur le territoire métropolitain, on a un séisme qui atteint la magnitude 6. Le dernier connu, c'est le séisme de Lambesc, qui s'est produit au tout début du XXe siècle et qui avait fait à l'époque une quarantaine de victimes humaines et qui avait rasé quelques villages. Et puis si on remonte plus loin dans le passé, on estime que les plus gros séismes qui peuvent toucher le territoire métropolitain sont des séismes qui approcheraient la magnitude 7, en tout cas aux alentours de 6,5. Le plus connu d'entre eux, c'est un séisme qui s'était produit en 1356 à Bâle. C'est à côté, on va dire, de la frontière française, dont évidemment la magnitude est très difficile à estimer, mais elle est probablement autour de 6,5 et elle avait détruit l'ensemble des châteaux de la région et fait un nombre de victimes qui est là aussi difficile à estimer, mais probablement plusieurs centaines, voire quelques milliers de victimes. Donc ça, c'est pour le territoire métropolitain. Par contre, aux Antilles, où je vous ai dit que l'aléa sismique était nettement plus élevé, il suffit de remonter bien moins loin dans le passé pour avoir des séismes importants. En 2004, on a par exemple un séisme qui a dépassé la magnitude 6, aux alentours de 6,3 au niveau des îles des Saintes, au sud de la Guadeloupe, et qui avait fait énormément de dégâts. Et puis un peu plus loin dans le passé, en 1843, on a eu un séisme qui a atteint la magnitude 8, et qui a quasiment entièrement détruit la ville de Pointe-à-Pitre à l'époque. À l'intérieur de l'EOST, qui est une structure assez complète et complexe, il y a une partie recherche. Cette partie recherche, elle est structurée autour de ce qui s'appelle l'Institut de physique du globe de Strasbourg.
qui est une unité supportée à la fois par l'université et par le CNRS. Et cette structure, on est dans cette structure groupée en 4 équipes, dont l'un d'entre eux c'est la sismologie. Et je trouve que je suis responsable de cette équipe. Donc on est une quinzaine de chercheurs, mais il y a aussi donc des ingénieurs et des personnels de support. Il y a beaucoup de gens autour. Nous sommes soit des physiciens, soit des ingénieurs, soit des géologues, et qui nous intéressons aux différents aspects de séisme, autour du séisme. On a cet gros avantage d'avoir une structure très solide d'observatoire à côté. Donc on se côtoie tout le temps. Nous-mêmes, le matin, on a une casquette recherche, à un moment, on a une casquette observatoire. Donc on est très près des données. Et ces données nourrissent notre recherche. Et cette recherche, pour être un petit peu caricaturale, elle sert à 2 types de choses. Soit on s'intéresse au séisme, au phénomène sismique, donc pourquoi ça casse, comment ça casse, combien ça dure. On va parler donc de sources sismiques. Comment ça a bougé, qu'est-ce qui se passe là où le séisme commence. Donc certains d'entre nous, on s'intéresse à cet aspect des choses, sources sismiques. D'autres ne s'intéressent pas spécifiquement à l'aspect source sismique, mais ils veulent, entre guillemets, profiter des séismes pour explorer l'intérieur de la Terre. Oui. Beaucoup de choses qu'on a appris rapidement au début du XXe siècle sur l'intérieur de la Terre, le fait qu'il y avait une partie fluide, des choses très profondes, on les a appris grâce à la sismologie, aux ondes sismiques qui vont se propager à l'intérieur de la Terre et qu'on enregistre et qu'on étudie. Donc même, on peut peut-être pas s'intéresser au séisme, mais on peut profiter de ces ondes sismiques qui vont voyager sur toute la planète et qu'on enregistre partout pour étudier l'intérieur de la Terre. Donc nous, d'une part, on collecte des données, d'autre part, on fait des modèles, on calcule et on compare. On compare les observations avec nos calculs. Et en faisant cette comparaison, en confrontant ces 2 choses, on apprend sur la Terre. On teste une hypothèse, on dit je suppose que la Terre elle est comme ceci, ou que le séisme était comme cela, je calcule, non ça ne marche pas, alors. Donc c'est ça notre tous les jours, c'est ça le pain de chaque jour, comparer des données avec des modélisations, et apprendre sur la Terre ou sur le comportement de la planète. Il y a des formats internationaux très bien définis pour l'échange des données, pas seulement pour l'échange des données paramétriques, disons pour la latitude, longitude, mais aussi pour les formes d'ondes, pour les données informatiques. Tout ça c'est établi au niveau international depuis très longtemps. Et en plus, une grande majorité de ces données sont complètement ouvertes. Et ils sont disponibles en ligne pour n'importe qui. Vous pouvez très bien, un jeune étudiant qui soit en terminale, il peut très bien aller sur le web, regarder les données, regarder ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la planète en ce même moment, à ce moment même. Il n'y a aucun problème. Tout est là, tout est ouvert, disons tout. Il y a des données aussi réservées, mais il y a un volume énorme des données parfaitement ouvertes, formatées de manière standard, et des programmes de code informatique disponibles pour les lire, pour les traiter, pour les filtrer, pour les dessiner. Donc il y a un corpus vraiment qui a été développé dans ces dernières, je ne sais pas, on va dire. Tout ça a commencé au début du XXe, mais ça n'arrête pas, vraiment on voit de plus en plus. Et la sismologie, je pense que c'est un exemple dans ce sens-là. Le fait qu'il y a des choses assez standards et des données qui circulent très bien entre les communautés. Une des applications pratiques de ce genre de recherche en sismologie est ce qui s'appelle donc l'alerte rapide, le early warning, et il y a des sismologues en plusieurs pays du monde qui sont déjà très avancés pour faire une alerte rapide après que le séisme se soit produit, mais tout de suite après, avant que les ondes arrivent chez la population, de pouvoir les prévenir pour leur dire attention, dans quelques secondes ça va se mettre à bouger, préparez-vous. Cela est opérationnel dans certains endroits.
Alors on parle souvent de magnitude des séismes, notamment quand se produit un séisme en France ou à l'étranger. La magnitude, c'est l'énergie du séisme en son foyer. Elle est calculée à partir des sismomètres. Là, ce qu'on va regarder, ce qui est ma mission, c'est de regarder l'impact, la sévérité de cette secousse sur le territoire. Est-ce que la secousse est faible ou est-ce qu'elle est forte? Pour estimer cette sévérité de secousse, on peut faire des modèles qui mettent en relation magnitude, profondeur de l'événement et puis impact sur le territoire. Et on peut aussi, par son témoignage, apporter de l'information, ça c'est ce que nous apportent tous les citoyens sur franceséisme.fr, en remplissant un formulaire d'enquête macrosismique qui nous permet d'avoir très rapidement, dans les minutes qui suivent l'événement, les premières sévérités de secousse communales, les premières informations qui nous disent bien, est-ce que ce séisme finalement a été fort ou a été faible. Et là, on voit l'exemple d'un séisme au mois d'octobre, à côté de Rennes, qui a eu un impact finalement assez modéré, mais on voit deux informations principales. D'abord, jusqu'où ce séisme a été ressenti, et puis la deuxième information, finalement, est-ce qu'on a un risque d'avoir des dommages. Donc ça, c'est une information qui est complémentaire à la magnitude, à la localisation, et qui est intéressante parce qu'elle va permettre, d'une part, d'informer l'État sur la sévérité de la secousse, donc d'organiser éventuellement des secours, de servir d'information, de base d'information pour redonner des magnitudes au séisme historique, puisque l'intensité est connue depuis 1000 ans, mais nous n'avions pas de sismomètre pour nous donner une magnitude. Et donc, quand on est aujourd'hui dans notre période contemporaine, on peut coupler magnitude, profondeur et intensité, et reporter ces algorithmes, ces lois d'atténuation sur des séismes anciens, et donc donner une dimension de faille en rapport avec une magnitude que nous aurions trouvée. Cette enquête macrosismique, qui est basée là très rapidement sur les témoignages des internautes, nous apporte aussi des informations sur les bruits entendus, ou encore sur les chutes d'objets. Pour le même séisme, vous voyez que les effets ne sont pas les mêmes. La carte des réactions à la secousse, est-ce que les gens étaient plutôt paniqués, plutôt inquiétés? Donc tout un tas d'informations qui vont définir les effets du séisme. Et complémentairement à cette première vague d'informations par Internet, très rapide, nous allons déclencher une enquête macrosismique, donc avec une diffusion de formulaires communaux aux mairies, gendarmeries et pompiers, qui vont nous rapporter à l'échelle de la commune ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse, et notamment dans le cadre de dommages, c'est de voir l'impact sur les bâtiments et de voir s'il y a eu des effets. Donc nous allons déclencher une intervention de terrain quand des dommages sont constatés sur le terrain. On va dans un premier temps regarder le profil de vulnérabilité de la commune. Est-ce que finalement cette commune est résistante ou pas, en termes de matériaux, en termes de construction. On va regarder aussi quel est le degré d'endommagement de cette commune, donc sur une échelle européenne avec des degrés qui vont de 1 à 5, de petites fissures fines jusqu'à ruine totale du bâtiment. Et puis, on va regarder le pourcentage de ces effets dans chacune des classes de vulnérabilité. C'est une échelle que nous utilisons, qui est une échelle européenne, que l'on partage avec nos pays transfrontaliers, avec tous les pays européens, et qui permet aussi à la frontière de mélanger ces informations et de retrouver une cartographie complète de l'événement. L'intensité macrosismique n'aura pas les mêmes effets sur une ville fragile que sur une ville résistante. Il est clair que sur une ville comme Strasbourg, on voit déjà une typologie de bâtiments qui est variable. On retrouve de la maçonnerie de pierre, on retrouve de la maçonnerie de briques, on retrouve aussi des murs en maçonnerie plus classique, plus en béton armé. On retrouve quelques parties de la ville avec des structures en métal, plus résistantes. Et puis, on retrouve évidemment le colombage, les maisons à colombage alsaciens, qui permettent aussi de résister à la secousse. Alors on voit que cette variabilité de la vulnérabilité à l'échelle d'une ville, eh bien, il va falloir la prendre en compte pour estimer cette intensité, parce qu'une intensité 7, je vous l'ai dit, ne fait pas les mêmes dommages sur une ville fragile que sur une ville résistante. Eh bien, j'espère qu'à travers ce reportage, vous avez mieux compris nos activités à la fois d'observation et de recherche en sismologie et à l'EOST. Et je vous invite à nous rejoindre maintenant en direct pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez.